déclenché la colère des étudiants. Lorsqu'Emmanuelle fut dévêtue, elle lui fit signe d'entrer dans la baignoire qu'emplissait une eau bleutée, odorante et chaude. Emmanuelle frissonna lorsque l'éponge gonflée de mousse circula entre ses jambes. On en parle dans les dîners, vous avez vu Emmanuelle. Emmanuelle, c'est l'entrée de l'érotisme dans la consommation de masse. C'est digne, on peut y aller. Lorsqu'elle fut ainsi entièrement dévêtue, il la serra contre lui et commença de la caresser, des cheveux aux chevilles, n'oubliant rien. Elle avait maintenant tant envie de faire l'amour que le cœur lui faisait mal. Dans tous les pays du monde où le film est sorti, ça a marché. Incroyable. Au Japon, Sylvia Kristel, équivalent d'une déesse vivante. Il suffisait de très peu de choses pour que ce film n'existe jamais. Lorsque la main toucha sa peau nue, pour la première fois, Emmanuelle eut un sursaut et elle tenta d'échapper au sortilège. En tout début 73, la société française est un peu une société qui étouffe. Mai 68 a libéré la parole, mais pas les corps. Quand la lumière se fait, le président dit, après ce que nous venons de voir, c'est très simple, c'est l'interdiction totale. Emmanuelle fait trembler le gouvernement, quoi. Le paradoxe, c'est que plus on disait aux gens « non, c'est pas bon », plus les gens avaient envie d'y aller pour juger par eux-mêmes. Voici donc l'histoire d'un scandale, celui de ce corps dénudé qui s'est offert à la France. Après mai 68, après De Gaulle et Pompidou, la parole s'était libérée, mais la sexualité relevait toujours de l'intime. Sous la nouvelle présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuelle allait tout révolutionner, mais ce ne fut pas simple. Les réflexes étaient toujours là, la censure gouvernait encore. Ce sont les secrets de cette aventure que nous allons vous raconter, ceux d'un film érotique adapté d'un livre qui s'est longtemps vendu discrètement. Emmanuelle, c'est aussi l'abandon d'une vie, celle de Sylvia Kristel, jeune femme néerlandaise, ingénue de 22 ans, qui ne pouvait imaginer qu'elle resterait prisonnière à vie du fantasme qu'elle allait faire naître. Tout commence par une époque, la France étouffe, elle a besoin de respirer, elle ne sait pas encore qu'elle a probablement besoin d'un peu d'érotisme. Marlène Jobert, vous êtes très photographiée, par exemple dans lui, nu, complètement nu, Oui. C'est vrai. Ça vous gêne pas Quoi? de poser nu? Ça dépend devant qui. Bonsoir. Actuel 2 aborde en effet ce soir un des problèmes les plus personnels, les plus délicats, les plus importants de toujours, et posé aujourd'hui en termes aigus, la sexualité. La société française est frustrée, elle est bloquée, elle est brimée, elle est mal dans sa peau. Elle a connu la secousse de mai 1968, mais elle reste encore paralysée. Cette émission lui est consacrée parce qu'on vient de publier le premier rapport sur le comportement sexuel des Français. C'est un événement culturel et politique aussi qu'il ne faut pas craindre de traiter devant vous. Vous savez, à ce moment-là, dans la télévision publique, une speakerine qui montrait un bout de décolleté, j'ai pas dit un sein, un bout de décolleté ou simplement un genou, était licenciée. Mai 68 a libéré la parole, mais pas les corps. Il y a eu De Gaulle, là c'est Pompidou qui est président exactement dans la même ligne que l'était le général de Gaulle avant. Madame. Daniel Brem, INF2. Depuis 1968, les femmes ont beaucoup évolué dans tous les domaines. Or, elles se heurtent sans cesse à des barrières, qu'il s'agisse des lois notamment sur la naissance ou des habitudes de l'administration, des comités d'entreprise ou des assemblées. Pensez-vous que ce blocage puisse durer indéfiniment ? Pour tout ce qui est de la morale, des mœurs quotidiennes, c'est un régime très strict, un régime, on peut le dire, de censure. On est à une époque où la sensualité est cachée, où la sexualité est cachée, la sexualité des jeunes, la sexualité divergente, dirais-je. Bonjour. Un film récent fait actuellement couler beaucoup d'encre et déplacer beaucoup de monde, il faut bien le dire. 578 000 spectateurs, en effet, ont déjà vu le dernier film de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Tango à Paris. Certaines scènes très audacieuses divisent véritablement les esprits. En décembre 1972,
Cette histoire tumultueuse entre un homme d'âge mûr, joué par Marlon Brando, et une jeune inconnue, fait l'effet d'une bombe dans cette France conservatrice. C'est l'époque où le scandale fonctionne très bien. C'est le début de ce qu'on va appeler le cul-intello. C'est-à-dire celui qui est permis, qui n'est pas pornographique, qui n'est pas honteux, qui n'est pas tabou, qui est possible. J'ai vu Le Dernier Tango à Paris et c'est un film que j'ai aimé, que j'ai même beaucoup aimé, qui ne m'a pas choqué du tout. Et justement, au sujet de ce film, je n'aimerais pas que l'on emploie le mot pornographie, parce qu'on peut peut-être dire que c'est un film érotique, mais pas un film pornographique. Enfin, pour moi. Le public de bourgeois et de bourgeoises n'ont pas honte d'aller voir le film parce que c'est un film de qualité, c'est un film signé Bertolucci. C'est le film intellectuel par excellence, le film d'auteur. Un succès sulfureux qui fait réfléchir et rêver un jeune producteur publicitaire. 1 250 000 entrées à Paris. Mon challenge, c'était de battre Le Dernier Tango à Paris. Il n'a jamais fait de long métrage, donc il pense que tout est possible. Il est très cash avec ça, il veut faire des sous, il veut faire un coup, il y va au culot. Je suis par conviction un entrepreneur. J'ai une envie de réussite, de conquête. Reste à trouver la bonne idée de film érotique. Son ami Alain Siritsky, directeur marketing d'un des plus grands réseaux de salles de cinéma, va lui souffler une idée. Si jamais on veut reproduire le succès du Dernier Tango à Paris, nous devons avoir un alibi intellectuel. Et cet alibi ne peut être qu'un livre. Je lui dis, écoute, il y a Histoire d'eau et il y a Emmanuel. Emmanuel, le producteur n'a jamais entendu parler de ce livre, mais quelques semaines plus tard, cette idée va réapparaître. Ce jour-là, Yves Rousserroir se rend à New York avec un ami écrivain. Nous cherchons quel est le film érotique qui pourrait séduire un très grand public. Comme nous sommes dans un avion, je pense immédiatement à une autre scène d'avion, qui est un chapitre emblématique du livre Emmanuel, où l'on voit l'héroïne du livre entretenir une relation passionnelle avec un voisin inconnu. Et Guy me dit, mais tiens, tu devrais faire Emmanuel. C'était un livre que tout le monde avait lu et dont tout le monde parlait ouvertement. Apparemment, tout le monde connaissait Emmanuel, sauf moi. Il appartient à un milieu très bourgeois, et dans ces milieux bourgeois, on ne lit pas des livres érotiques. Deux amis proches qui, au même moment, soufflent la même idée. Le producteur se dit qu'il y a sûrement là une piste intéressante. Il se met alors en quête d'Emmanuel. Je cherche le livre, je ne le trouve pas. Donc je me dis, bon, ça sent le soufre, enfin, il doit y avoir quelque chose. Quelque chose qui, avant de devenir un best-seller, a connu bien des péripéties. « 14 ans plus tôt, la toute première édition paraît anonymement, sans mention d'auteur, ni même d'un éditeur. C'est un livre avec rien sur la couverture et à l'intérieur il y avait le titre qui était Emmanuel. Cette édition, on va la vendre d'une manière clandestine, sous le manteau, dans une connivence de bouche à oreille, à travers des petits points de vente et de la vente par correspondance. Il n'y a pas beaucoup de livres qui circulent. Et alors, il suffit qu'il y en ait un qui l'ait, il le passe à l'autre. Et on s'amuse même, c'est un petit jeu coquin, à se lire des passages d'Emmanuel au téléphone. Un circuit souterrain est donc mis en place pour cet ouvrage subversif. C'est un livre qui appelle à la libération sexuelle des femmes mariées. C'est le récit d'une femme, Emmanuel, qui multiplie les aventures de tout genre avec les hommes, avec les femmes. C'est le couple ne se suffit pas à lui-même. Il faut l'introduction d'un troisième personnage, au minimum. Et ça, c'est l'aspect véritablement révolutionnaire d'Emmanuel. Il ouvre de nouveaux horizons
et de nouvelles perspectives sur les rapports sexuels entre les hommes, les femmes, les ménages à 2, à 3, l'homosexualité féminine, etc. Dans un pays où il y a eu quand même une sorte de censure, les livres érotiques, c'est une façon de lutter contre l'ordre établi, le pouvoir, d'une certaine façon. On peut dire pratiquement Emmanuel fait trembler le gouvernement, quoi. 9 ans après cette sortie clandestine, l'éditeur fait paraître le livre de manière officielle. Il voit émerger quand même 68, qui est là, hein, ça frémit. On va avoir cette libération sexuelle qui nous transforme notre vie, nous les femmes. La sortie du livre est toutefois soumise à des mesures de restriction. Le livre est toujours interdit à l'affichage. Il faut que je le demande. Je le demande au vendeur qui va le sortir de dessous son comptoir. On ne peut pas faire de publicité pour ces livres-là. Donc, théoriquement, un livre qui est interdit est un livre mort-né. Eh bien là, pas du tout. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à travers le monde, Emmanuel est devenu un véritable phénomène. Le producteur Yves Rousserroir n'a toujours pas lu la moindre ligne, mais c'est ce roman qu'il veut adapter au cinéma. Il faut maintenant convaincre l'éditeur de lui céder les droits. Il y avait une espèce de capharnaüm assez surprenant. La maison Losfeld, c'est une boutique avec plein de livres à l'intérieur, mais des piles de livres. Il y avait une âme quand même, il y avait une atmosphère. À la tête de cette maison d'édition, l'éditeur des surréalistes, un homme à la réputation sulfureuse, Eric Losfeld. C'est un éditeur qui est un franc-tireur indépendant. Il publie très souvent des livres clandestins, pornographiques ou érotiques. Eric Losfeld me dit « mais que voulez-vous » Je lui dis « écoutez, je suis producteur, je me renseigne sur les droits d'Emmanuel, du livre Emmanuel. » Il me dit « mais de toute façon, les droits sont pris. » En fait, cela fait plusieurs années que de grands producteurs de cinéma réservent ces droits. Face à la déception d'Yves Rousserroir, l'éditeur se propose tout de même de vérifier. Il appelle sa secrétaire « apportez-moi le dossier d'Emmanuel ». Il ouvre son dossier. Il regarde, et là, stupéfaction, un des premiers miracles de cette histoire, les droits sont tombés depuis 15 jours. Un coup de chance, seulement le producteur manque d'argent. Il va donc acheter les droits pour une durée très courte. Et là, j'ai eu le sentiment qu'il était presque satisfait, parce qu'il s'est dit, bon, il ne va pas réussir à monter le film en 6 mois. Dix jours plus tard, le 27 avril 1973, un premier chèque de 2500 francs est versé par le producteur et le contrat d'adaptation est signé. Entre-temps, il a lu Emmanuel, ce texte est cru, mais il croit pouvoir l'adapter en édulcorant certains passages. Yves Rousserroir a maintenant 6 mois pour agir avant que les droits du livre ne lui appartiennent plus. Le compte à rebours est lancé et la première étape, trouver un réalisateur. J'avais d'abord pensé à David Hamilton. David Hamilton est un photographe de l'époque qui a vraiment le vent en poupe. Sa spécialité, c'est les jeunes filles en fleurs. C'est une idée dans le temps, audacieuse. Il n'y a pas beaucoup de photographes qui sont passés à la mise en scène. David Hamilton refuse la proposition, mais quelques temps plus tard, le hasard va mettre sur la route du producteur un jeune photographe de mode reconnu, à l'occasion d'une projection. Je suis à côté d'Yves, je regarde le film avec lui, je suis un petit peu inquiet parce que c'est mon premier film personnel en fait. Pendant la projection, je me penche vers lui, je lui dis juste « Est-ce que tu as envie de faire un long métrage ?» J'ai cru que c'était un gag parce qu'on prend une projection, que Yves me dise « Tu veux faire un long métrage ?» Je dis « Oui, bien sûr, j'aimerais. » Je lui dis « Bon, ben on se voit à la sortie. » Pour ce réalisateur peu expérimenté, cette proposition paraît totalement inattendue. Je ne suis pas tout à fait prêt à faire un long métrage, c'est quand même autre chose. Yves Rousserroir a dû penser aussi qu'il connaissait un tas de top modèles et de mannequins qui pourraient servir pour le casting du film. À l'issue de la projection, le producteur est certain de tenir enfin le réalisateur de son film érotique. Sans plus attendre, il lui confie un exemplaire du livre. Je lis Emmanuel. Je dis, ah bon, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est un film érotique. Je dis, ah là, Yves,
c'est pas tellement mon univers. J'aime bien les femmes, j'adore la beauté, etc. Mais enfin, l'érotisme, c'est pas tout à fait mon truc. Laisse-moi lire le livre. Ce n'est que quelques jours plus tard que Juste Jacquin se décide enfin à ouvrir le livre. Je tourne les pages, je dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis complètement stupéfait des scènes érotiques. J'arrive pas du tout à les imaginer parce qu'elles sont crues. Je me souviens, ça commence par une scène de fellation particulièrement gratinée, on va dire. Et je rappelle le livre, écoute là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Je ne vois pas comment on peut tourner ça. Je lui dis, non mais attends, juste, c'est un livre, nous on fait un film, on va faire une adaptation, ni vulgaire, ni choquante, voilà. Le photographe hésite, mais il finit par accepter de tourner Emmanuelle. Une fois ce problème réglé, le producteur sollicite son ami Alain Siritsky, le fils d'un très influent distributeur de films. Mon objectif est absolument de convaincre mon père que Emmanuelle est une bonne affaire et qu'il ne faut pas la laisser passer. Il faut absolument qu'on soit dans ce coup-là. L'enjeu, pour moi, est déterminant. Il faut que le film sorte dans des salles de qualité et pas comme les films sexy de l'époque, dans des salles de seconde zone. J'ai organisé un rendez-vous entre Yves Rousserroir et mon père. Et ce rendez-vous s'est pas bien passé. Mon père m'engueule en me disant demain tu vas me proposer d'ouvrir des bordels. Pour le moment, le distributeur ne semble pas du tout convaincu. Parlons maintenant de cinéma, on s'habitue à tout. C'est ce que l'on pourrait conclure après la projection hier soir à Cannes du film de Marco Ferreri, La Grande Bouffe, dont nous avons déjà parlé hier soir. On nous avait promis un scandale pour le film le plus scandaleux de l'histoire du cinéma. La Grande Bouffe et ces scènes d'orgie provoquent des réactions indignées lors du 26e Festival de Cannes. L'équipe du film est même huée à la sortie de la projection. C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Un parfum de scandale qui conforte Yves Rousserroir dans son projet d'adapter Emmanuelle. Et le producteur a fait le déplacement à Cannes pour trouver des soutiens financiers. Je constate que j'ai peu de moyens par rapport à des projets qui sont annoncés sur la Croisette avec des moyens considérables. Je dis à Yves, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas imprimer un prospectus publicitaire. Je n'avais aucune image pour le projet d'Emmanuelle. Donc j'ai découpé une page du livre qui était en quelque sorte un peu la philosophie d'Emmanuelle. Ce prospectus est en fait un leurre qui ne vise qu'un seul homme, le père d'Alain Siritsky, le distributeur pour le moment hostile au projet. Je lui dis, écoute, là où il faut particulièrement le distribuer, c'est au Carlton. Tu glisses un ou deux exemplaires sous la porte. En principe, il va à la plage le matin, vers 11h. Tu en mets un ou deux sur la chaise longue qu'il va occuper pour lire les journaux avant de partir jouer au golf. Une distribution stratégique qui va produire son effet. Et alors là, je vois son père et son oncle qui me disent « Ah, mais c'est vous, mais c'est incroyable, la publicité que vous faites !» Mon père me dit, dis donc, ton copain là, Yves Rousserroir, au fond, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être qu'on devrait le faire. On sait que la parole de Josué vaut de l'or. Une fois qu'on a serré sa main et qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose, l'affaire est faite. Ils étaient lucides. C'était sous réserve du visa de censure. L'accord qu'on pouvait passer tombait à l'eau si le visa de censure était négatif. Les choses avancent pour le producteur. Il a trouvé un réalisateur, un scénariste, celui de François Truffaut, et puis un distributeur, à condition certes que le film terminé passe le veto de la censure.
Nouvelle étape, il faut trouver les interprètes de ce film érotique. Pas facile, l'équipe va d'abord chercher un acteur dont le nom apporterait au film une caution culturelle, comme Marlon Brando dans Le Dernier Tango à Paris. Un nom s'impose, un comédien de théâtre, une référence intellectuelle. Il s'appelle Alain Cuny. Alain Cuny, c'était le grand comédien pendant la guerre. Un comédien qui jouait à l'Odéon, enfin des pièces extrêmement intellectuelles. Une diction parfaite, il va jouer du Claudel. C'est un mythe, Alain Cuny. C'est un monsieur qui a 70 ans, je dis, hey, mais c'est pas du tout le personnage. C'est rédhibitoire pour moi. C'est un vieux monsieur qui entraîne une fille, ça devient complètement porno. Et il me dit, écoute, tu comprends, aujourd'hui, Alain Cuny, c'est un nom. Alain Cuny avait suffisamment de mystère et puis bon, de passé aussi pour apporter une espèce de caution intellectuelle. Alain Cuny arrive dans la pénombre, en robe de chambre, parasé, avec sa voix grave et tout, mais j'étais paniqué, pétrifié devant ce grand personnage. J'essaye un peu en bafouillant de lui expliquer ce que je veux faire. Il me regarde et il me dit « Est-ce que vous avez lu Bataille ? Il faut faire du Bataille !» Quand je suis sorti là, j'avais été tellement nul, j'étais tellement bafouilleur et tellement paniqué, j'étais persuadé qu'il allait dire non. Une semaine passe et l'équipe n'a toujours pas de nouvelles du comédien. 8 jours après, il me téléphone, il me dit « Il a accepté ». Là, je suis estomaqué, abasourdi. D'un certain côté, je suis très flatté qu'il accepte de tourner avec un bisu. De l'autre côté, je dis c'est pas le rôle, donc je suis un peu paniqué, savoir comment je vais m'en sortir. Des états d'âme vite chassés par d'autres défis de taille. Trouver des comédiennes qui acceptent de jouer des scènes dénudées. Le réalisateur se tourne d'abord vers l'une de ses amies, l'égérie de ses photos de mode. Je dis ça à mon agent, elle saute au plafond. « Mais Marika, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Mais c'est pas possible, c'est érotique, c'est pornographique. » J'étais un petit peu curieuse d'aller dans cette provocation quand même de ce sujet qui était assez tabou à l'époque. Alors j'ai réfléchi quand même au bout d'un moment, bon pourquoi pas, essayons. Quelques rares comédiennes audacieuses viennent peu à peu étoffer le casting du film, mais il manque toujours un personnage essentiel, le personnage d'Emmanuel. Il faut trouver l'héroïne. Bon, l'héroïne, dans le livre, elle est eurasienne, mais on dit, bon, au fond, il n'y a pas d'obligation à retrouver exactement le même personnage. Donc, je ne voyais pas Catherine Deneuve, bien sûr. D'abord, comment la toucher? C'est surtout très compliqué de trouver une actrice française connue qui va jouer le personnage d'Emmanuel. Prononcer le nom Emmanuel faisait que les agents raccrochaient. En désespoir de cause, le producteur pousse son réalisateur à démarcher un milieu qu'il connaît bien. Donc j'appelle les agences de mannequins en disant j'ai un film à faire en métrage. Donc ils m'envoient les mannequins. Mais je n'avais pas dit que c'était pour un film érotique. Je prends mon assistant, je dis écoute, tu les déshabilles et puis quand elles sont bien déshabillées, tu m'appelles. J'en trouve la porte, je fais oh merde, c'est ma pudeur faire refermer la porte. Vraiment, j'ouvre la porte, je dis très bien, je referme la porte. Mais après, elle se rhabille, il faut que je leur explique pourquoi je les ai fait mettre nus. Et là, j'ai des réactions un peu brutales. Comment vous m'avez fait déshabiller pour un film érotique? C'est scandaleux. Et elles se sont plaints à leurs agents. 3 semaines après, on se retrouvait au départ. C'est-à-dire, comment fait-on? Personne ne voulait faire le film. Dès lors, la recherche de l'héroïne va se poursuivre à l'étranger. Juste Jacquin écume les villes d'Europe pour finalement se retrouver à Amsterdam, en juillet 1973. Je me rappelle bien les tables en plastique. On était assis autour. Des caméras nous filmaient. Il n'y avait rien de romantique dans ce studio. Absolument rien. Barbara De Vries, alors mannequin, a été invitée à participer à ce casting avec 2 autres jeunes femmes, et parmi elles, une certaine Sylvia Christel.
Elle est arrivée avec un grand boa, comme si elle avait déjà le rôle. Elle se comportait comme une star de cinéma avant même d'en être une. La jeune Sylvia n'a pas encore 21 ans. En plus des 3 petits films tournés dans son pays, elle vient d'être élue Miss TV Europe. Elle est magnifique. Elle a un sourire et des yeux éblouissants. Elle est comme une elfe. Elle a un visage d'une pureté et d'une perfection absolue. Elle est sublime et elle le sait. Ce qu'elle attend de ce rôle surtout, même si elle sait que c'est un rôle érotique, c'est que ce soit un tremplin. Sylvia prémédite les choses. Ça n'est pas quelqu'un de spontané. Lorsqu'elle va au casting, elle sait très bien ce qu'elle va faire. En se présentant face à la caméra, la jeune femme va prendre une initiative surprenante. Sa nuisette tombe et ça bluffe les gens. Parce qu'elle continue de parler comme si de rien n'était, avec ce même aplomb, avec cette même douceur. Et c'est comme ça qu'elle montre ses seins. Elle était prête à tout pour attirer l'attention. C'est comme si Sylvia ne connaissait pas de limite. Elle va chercher et elle obtient ce qu'elle veut. Elle disait toujours à ma mère, je veux être connue, peu importe de quelle manière. Elle veut être connue. Sa mère, qui est très terre-à-terre et qui est une vraie travailleuse, une femme besogneuse et austère, lui dit « Être une star, c'est pas un métier ». Et elle lui dit « Maman, ce sera mon métier, je serai une star ». Pourtant, ce jour-là, c'est une concurrente qui retient l'attention du réalisateur. Il a dit qu'il n'était pas sûr à 100% pour le rôle, mais qu'il aimait beaucoup mes yeux et qu'il voulait me revoir à Paris. Mais avant de la faire venir, Juste Jacquin fait visionner à l'équipe les images du casting. Et là, c'est une autre fille qui fait l'unanimité. Très rapidement, on tombe d'accord tous les 3 pour considérer que Sylvia Kristel sort complètement de l'écran. Elle a un charme fou et on se dit c'est elle. À l'évidence, c'est elle. Quelques jours plus tard, c'est donc Sylvia Kristel qui arrive à Paris. L'occasion de voir une nouvelle fois comment elle se comporte face à l'objectif. Je fais les premières photos de Sylvia, avec un petit chapeau pour lui donner un petit air de comédie, et je joue le chapeau, nu comme ça. À un moment, je lui dis, écoute, Sylvia, il faut que je te voie nue. Il faut que je te voie... excuse-moi... Ce que Juste Jacquin ne soupçonne pas, c'est la timidité de Sylvia Kristel. Sylvia disait toujours qu'elle était très timide et qu'elle détestait se mettre nue. J'ai vu ma mère en bikini sur des photos, mais je ne l'ai jamais vue en portée dans la vraie vie. Ma mère était probablement la personne la plus timide que j'ai rencontrée dans ma vie. On commence avec un petit deux papillons, après elle enlève sa chemise, on fait un petit striptease sympathique. J'apprends à la connaître, à être près de Sylvia, voir les lumières que je peux faire avec elle. Et après, j'ai mis complètement nu. Elle dit, mais ça me dérange pas du tout, et très naturellement, elle se les habille. Le top modèle s'exécute sans rien laisser paraître de sa gêne. Elle le joue de façon assez naturelle, alors qu'au fond d'elle-même, ça ne l'est pas du tout. Sa volonté d'être comédienne, sa volonté d'être une star, était bien supérieure à sa pudeur. Quand la séance prend fin, au bout d'1 heure, le photographe et son héroïne sont soulagés. La tension tombe, je sens Sylvia qui est confiante et moi j'ai confiance. J'ai mon Emmanuel. La jeune femme se réjouit d'avoir décroché son premier rôle dans un film français. Une bonne nouvelle dont elle sait qu'elle ne sera pas la seule bénéficiaire. Sylvia pensait que devenir célèbre aiderait ma mère à avoir une vie meilleure, à avoir un réfrigérateur, à avoir une vie plus facile. Sa mère boit, discrètement, mais boit toute la journée.
et elle se noie dans le travail. Sylvia veut vraiment, enfin, par son succès, apporter à sa mère du réconfort, apporter à sa mère de la couleur. Si l'intention est généreuse, l'annonce de ce rôle érotique reste délicate. Sa mère lui a donné une éducation stricte, sérieuse. Elle commence à lui dire, c'est un film sans tabou, tu sais, maman. Pas la peine de le voir. C'est tout ce que tu n'aimes pas. Il y a beaucoup de nudité dedans. Alors ma mère a dit, vas-y, nous verrons bien à quel moment le bateau coule. Avec l'accord de sa mère, Sylvia Kristel sera donc Emmanuelle. La jeune femme et l'équipe s'envolent pour une destination lointaine située à quelques milliers de kilomètres de sa ville natale. Direction la Thaïlande, un pays exotique pour un film érotique. C'était le décor du livre, ce sera donc le décor du film. C'est donc en décembre 1973 que l'équipe pose ses bagages à Chiang Mai, au nord du pays. L'équipe de tournage, en fait, est une petite équipe. Des jeunes en plus, une équipe de jeunes, ils viennent tous de la pub ou presque. On était des débutants sur un long métrage, mais on y allait très très détendu. C'était surtout, oui, partir, découvrir un pays qui faisait rêver. C'était à la découverte d'ailleurs. Une insouciance que certains ne partagent pas. Je me retrouve en Thaïlande avec toute une équipe que je ne connais pas. Et là, une trouille énorme me saisit. Je commence à trembler de peur. Je relis 20 fois, 30 fois mon scénario. J'essaie de me le rentrer dans la tête. Les images deviennent floues, je ne sais plus ce que je vais faire. Juste était paniqué, mais complètement paniqué. Non, je ne suis pas capable de le faire, je suis incapable de le faire, c'est pas possible. C'était la veille du tournage. Dans une chambre voisine, celle qui doit incarner Emmanuelle n'est pas non plus rassurée. Elle a cette espèce de vertige juste avant l'obstacle. Elle relit le scénario et elle se dit qu'il y a un gouffre entre ce qu'elle a lu tranquillement chez elle et la réalité de ce qu'elle va devoir faire le lendemain matin. Une réalité qui lui fait peur et qui réveille en elle le souvenir d'un traumatisme survenu à l'adolescence. La scène se passe dans une maison de vacances des Pays-Bas. Sylvia Kristel et sa sœur sont convoquées par leur père. Son père fait rentrer une femme, et cette femme est une femme vulgaire. C'est une femme très maquillée, avec beaucoup de rouge, habillée court, avec un gros chignon, des yeux très noirs. Elle portait beaucoup de maquillage. Ma mère n'en portait jamais. Alors non, dès le premier regard, on ne l'a pas aimée. Cette femme si différente de leur mère est en fait une entraîneuse de bar. Le père se retourne vers cette femme et dit « Les enfants, je vous présente ma nouvelle femme ». Et c'est un choc immense pour Sylvia. Elle se bat avec cette femme, elle se rue sur son père. Elle lui dit « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas laisser maman, tu ne peux pas nous laisser ». Mais le père ne reviendra jamais. Alors, à la veille d'incarner Emmanuelle, Sylvia Kristel ne trouve pas le sommeil. Elle aura toujours en elle ces deux figures qui ont accompagné son enfance, la figure de la putain et la figure de la mère pieuse. Sa mère qui se réveille en elle et qui lui dit « Mais Sylvia, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Dans ce contexte incertain et fragile, la jeune débutante et le réalisateur parviendront-ils à dompter leur peur? Le lendemain matin, peu avant 8 heures, l'équipe technique commence à s'installer dans ce qui sera le décor principal du film, la maison d'Emmanuelle. On arrive devant cette maison qui est quand même un endroit totalement fascinant. C'est comme un conte de fées, au cœur d'un parc, jardin luxuriant, avec des sculptures, une grande terrasse. Il n'y a pas de bruit. Le seul bruit, c'est le tintement des petites clochettes accrochées au toit de la terrasse. Si le cadre est paradisiaque, les conditions de tournage le sont beaucoup moins. Le budget du film est à peu près le budget d'un bon film publicitaire de 30 secondes. Sauf que nous, on doit faire 1h30 avec.
Il fallait jouer serré. Sur le plateau, le réalisateur et son actrice ont finalement rejoint l'équipe. Et Sylvia Kristel, dès le début, est mise à l'épreuve. Elle doit jouer la scène des retrouvailles sexuelles entre Emmanuel et son mari. Quand tu dis à une comédienne, on commence par une scène érotique, c'est quand même dur pour elle. C'est assez stupéfiant, c'est étonnant de se mettre dans le bain aussi rapidement, si je puis dire. Hein. Elle en est malade d'avoir à tourner cette séquence-là. Et à cette difficulté, s'en ajoute une autre. Elle est incapable de mémoriser ses lignes. On était un peu derrière elle, tout ça. Elle aidait un peu comme des souffleurs de théâtre. Une comédienne qui essaye de faire le mieux possible, mais qui ne parle pas un mot de français et qui ne peut pas dire son texte sans tout d'un coup, au bout d'une phrase ou quelques mots, hésiter et être obligé de se reprendre. Une évidence s'impose à toute l'équipe. La voix de l'actrice principale devra être doublée. Elle comprend qu'elle va être une sorte d'actrice muette. Tu es une actrice érotique, on va filmer ton corps, ce que tu dis, on s'en fiche. C'est une immense déception. Elle dit une sorte d'automate formidable qui va faire tout ce qu'on lui dit de faire. Son corps était là, mais rien d'autre était là. Elle ne se livre pas quand elle joue et on sent un espèce de voile. En fin de journée, la première séquence du film est sur la pellicule. Pour le réalisateur, c'est un véritable apaisement. Mon trac étant passé, j'étais libre, j'étais un metteur en scène heureux. Je me retrouve devant Sylvia formidable, je l'embrasse, je lui dis ça y est, tout était parti, c'était magique. Les jours suivants, chacun prend ses marques, trouve son rythme. Et très vite, un air de vacances plane au-dessus de l'équipe. Le soir, ils vont dans Chiang Mai, ils font la fête. Les soirées sont sympas, joyeuses. Il y a des garçons qui font monter des petites masseuses dans leur chambre. Fait quelques bêtises. C'est arrivé où on a tous fumé et on n'a pas pu tourner le lendemain. On sait qu'on n'est pas en train de faire un grand film, mais j'ai l'impression qu'on est tous contents de ces premières journées. On a l'impression que tout se passe bien. Si la détente et la bonne humeur règnent sur le tournage, l'équipe travaille néanmoins à l'aveugle. Je donne la pellicule à Air France qui l'envoie à Paris. J'ai tourné tout le film sans rien voir. Après 6 jours de tournage, les premières images arrivent à Paris. Les producteurs s'apprêtent à les découvrir en compagnie de la monteuse du film, Claudine Boucher. Maman a beaucoup travaillé avec François Truffaut et puis donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers. Et elle me dit, viens, on va aller voir les rushs, les premières rushs du film, mais tu te mets au fond et surtout tu dis rien. J'avais 15 ans et j'avais jamais vu de film érotique, donc j'étais très intéressée. Yves Rousserroir regarde les rushs avec Claudine Boucher, il est atterré. On n'est pas enthousiaste, voilà, on n'est pas enthousiaste. Claudine Boucher est même assez négative. Il n'y avait pas beaucoup, il me semble-t-il, de plans intermédiaires. Le choix de Juste, ça a été effectivement de faire un plan très large, de façon à installer le décor très esthétiquement. Et puis après, de se concentrer plutôt sur des plans assez serrés, qui sont beaucoup plus évocateurs. La lumière est belle, mais objectivement, on ne sentait pas suffisamment d'érotisme. Yves Rousserroir s'attendait à quelque chose d'un peu plus hard. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas prendre Juste Jacquin comme réalisateur, parce que Juste est quelqu'un de très prude, justement. Il ne disait pas mais plus de chaleur, embrasse différemment, caresse-la. Il ne pouvait pas. Ça lui restait là.
À l'issue de la projection des premiers rushs, une réunion de crise est très vite organisée. Les producteurs sont complètement catastrophés parce que les gens sont loin, l'équipe est loin et qu'ils n'ont pas de contrôle. Pour eux, c'est le truc de une semaine de tournage, ça nous a coûté tant. Si on va jusqu'au bout, ça va nous coûter beaucoup plus. Si on n'a pas de film, on perd tout. Que faire, quoi? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change le réalisateur? Enfin, je veux dire, c'était difficile. Il suffisait de très peu de choses pour que ce film n'existe jamais. À cet instant précis, l'enjeu est capital. Face à ces premières difficultés, le producteur va-t-il renoncer? On vient juste de commencer. C'est le film qui est en question. Complètement. Et puis, je me suis dit, non, il faut continuer. Il y a un côté joueur chez le producteur, il préfère miser pour gagner. Et puis, maman les rassure en leur disant, ne prenez aucune décision avant d'avoir vu les séquences montées. Dès le lendemain, le producteur envoie un télégramme au réalisateur avec des mots directs. C'est nul, on voit rien, tu te dégonfles. Visiblement, Yves n'avait pas envie de faire le même film que moi. Juste, on a été affecté physiquement, il a été détruit par la production. Peut-être ai-je été un peu dur, un peu négatif. Je ne suis pas toujours très politique dans ces cas-là. À la suite de ce télégramme, l'équipe se montre solidaire envers Juste Jacquin. Le réalisateur sent bien qu'il est en danger, mais le tournage doit avancer. Le dimanche 16 décembre 1973, tout le monde part vite se coucher car le lendemain, une scène les attend au petit matin. Toute l'équipe s'est levée tôt ce matin du 17 décembre. Aujourd'hui, ils vont tourner la scène dans laquelle Emmanuelle parcourt les rizières à cheval avec une amie. Elle me dit que le cheval, c'est pas son truc, que si on pouvait lui amener un éléphant, elle préférerait. Alors, je lui dis d'abord que dans le scénario, il n'y a pas d'éléphant de prévu. C'est un peu tard, le soleil se lève et il faut que tu montes à cheval. Donc là, ils font en larmes. Elle n'a jamais monté de chevaux. Elle a terriblement peur d'eux. C'était une peur viscérale à l'idée de monter sur un cheval. On ne s'attendait pas à ce qu'elle ne monte pas à cheval, parce que le scénario, elle l'avait lu, donc elle savait qu'il y avait une scène à cheval. Il faut faire vite, tourner avant le lever du soleil. Alors, à défaut de grandes chevauchées, le réalisateur soumet une idée. Il lui dit, écoute, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que vous allez marcher toutes les deux en tenant votre cheval par la bride. Et Sylvia dit, mais moi je peux pas tenir un cheval par la bride. Alors là, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Sur le moment, il y avait qu'une chose à faire, c'était sauver les plans. Et c'est le chef opérateur qui va trouver la solution. J'étais le seul qui correspondait au physique de Sylvia. Il n'était pas très baraqué, il était fin quand même. Des cheveux plutôt bruns, bouclés, comme Sylvia. Je lui passe mon jean, mes bottes, ma chemise, je prends sa petite robe blanche. Et Richard revient habillé comme Sylvia Christel. Il est évident que c'est l'éclat de rire de toute l'équipe. Le chef opérateur dans la peau d'Emmanuelle. Pour que le subterfuge fonctionne à l'écran, c'est son assistant qui va filmer la scène, en adaptant bien sûr le cadrage. Quand ils sont de profil, on est très très loin. Et quand on est beaucoup plus près, généralement, on est dos ou trois quarts dos aux deux comédiennes. Et donc, on ne remarque rien. Au cinéma, personne ne l'a vu, mais c'est pas une montre très féminine, non. Voilà une difficulté supplémentaire surmontée. Le tournage peut continuer. Nous sommes le lendemain de cette fameuse chevauchée. Nouvelle scène, nouveau décor et nouveaux problèmes. On arrive tous, l'endroit est magnifique, l'eau et la lumière est extraordinaire, une très jolie rivière avec une petite cascade, etc. Donc je commence à tourner avec Sylvia, je demande à Marika de couper le pantalon pour lui faire un petit short, tout c'est sublime. Il y a un pont juste au-dessus, ou la route, et il y a des gens qui nous voient là, à poil, toutes les deux, faire les imbéciles. Deux femmes nues sous une cascade, effectivement, ça les étonne, ça les intéresse, jusqu'au moment où il y a un jeune Thaïlandais qui arrive et qui se met à hurler,
qui ramasse une poignée de terre par terre et qui nous dit « vous souillez la terre de mon pays ». Je vois arriver des voitures avec des gyrophares, des flics qui se précipitent sur nous. Alors que les policiers sont arrivés sur les lieux, le chef opérateur prend une précaution. Je demande à l'assistant de changer le magasin de la caméra et de décharger très rapidement ce que nous on a fait dans la cascade pour le mettre à l'abri. Et lorsqu'il nous demande les films, on a déjà interverti les bobines. La bobine saisie, le tournage est immédiatement arrêté et l'équipe se retrouve au commissariat de Chiang Mai. On était assises à l'extérieur avec un haut vent comme ça et on attendait. On attendait. En 2 minutes, ils imaginent le pire. Ils se disent, si les autorités thaïlandaises découvrent qu'on tourne un film érotique, on est dehors. J'avais peur qu'ils nous interdisent totalement le tournage. Tout me passe par la tête. Moi, je me voyais en tôle. Là, j'ai eu peur. Je me suis rendu compte qu'on était léger de partir sans permission, sans rien. En fait, les autorités thaïlandaises ont refusé le tournage d'Emmanuel. Il est hors de question qu'on vienne filmer chez eux des scènes sexy, osées. C'est un pays bouddhiste extrêmement pudique. Dans les années 70, on ne tourne pas de films érotiques en Thaïlande. Le producteur a donc cherché une solution auprès d'une personnalité influente dans le royaume. Yves Rousserroir a rencontré le prince Panoupane, qui est un des cousins du roi de l'époque, qui lui dit « Mais pourquoi avez-vous demandé des autorisations? Vous dites que vous allez tourner un documentaire sur la Thaïlande et puis je m'occupe du reste. » C'est quasiment de la contrebande, quoi. Seulement le prince a indiqué des lieux de tournage précis. Le réalisateur, lui, ne les a pas respectés. On avait fixé une cascade et au dernier moment, juste Jacquin a changé le lieu de tournage. On ne s'était pas rendu compte qu'on tournait à côté d'un monastère. C'était un lieu sacré. Heureusement, avec l'appui du prince thaïlandais, le producteur obtient la libération de l'équipe et le tournage peut reprendre. À Paris, la monteuse reçoit les images de la scène de la cascade qui aurait échappé à la saisie de la police. Pourtant, ici encore, il y a un petit souci. On a dû perdre une bobine qui comportait une partie de la scène importante, c'est-à-dire les 2 filles nues sous la cascade qu'on ne verra jamais. La cascade, oui, on a un trou. J'espère que ça passe, mais on a un trou. Aucune image de la baignade, un manque que la monteuse va combler par un plan unique, celui du pont sur lequel passent justement les moines, à l'origine du scandale. Il faut nous dépêcher maintenant si nous voulons arriver à temps. C'est encore loin? Pas tellement. Mais on a perdu beaucoup de temps. Tu trouves? Quoi? Que nous avons perdu du temps. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allons-y. L'accumulation des incidents oblige le producteur à se rendre sur place et à prendre une décision qui concerne le réalisateur. Il m'annonce donc qu'il souhaite renvoyer Juste à Paris. Et me propose de me donner son pourcentage pour continuer. Donc moi, je leur dis que si Juste devait partir, je partirais aussi. Richard Suzuki refuse. Il va proposer à Yves Rousserroir d'épauler Juste Jaiquin à la mise en scène. Même si le réalisateur est maintenu, la confiance est rompue. Le problème, c'est que chacun, du coup, prenait le pouvoir. On ne savait plus tellement qui fallait suivre, ce qu'il fallait faire. À partir de ce moment-là, Juste Jaiquin, qui n'était pas déjà très sûr de lui, va être vraiment en retrait. Et le peu de confiance qu'il avait en lui, en tant que metteur en scène, va s'évaporer. À cela, il faut ajouter les humeurs de la caution intellectuelle du film, l'acteur Alain Cuny. Alain Cuny, il arrive en statue impériale. Assez froid dans son attitude, il était assez mystérieux. Distant dans son monde, dans son flegme, son attitude comme ça, un petit peu arrogante et étrange.
Il exècre Jules Jéquin. Pour lui, c'est un imbécile, un inculte. Il méprise gentiment le reste des techniciens. Cuny, alors, il nous a pas aidés du tout. Il a été odieux du début jusqu'à la fin. C'était quelqu'un qu'on n'intéressait pas. C'était quelqu'un que le film n'intéressait pas. Bonjour Marie-Ange. Je vous présente Emmanuel. Bonjour. Mais la beauté de votre ami dépasse de beaucoup vos éloges. Je vous la prêterai si vous voulez. Et si je veux? Vous avez un très beau corps. Vous pourriez dire, vous portez une très belle robe. Je ne suis pas nue que je sache. Ce qui m'importe n'est pas que vous soyez nu, mais que je vous vois nu. Vous ne voulez pas me sourire? Allons nous réconcilier en buvant un peu. Visiblement, d'aller en Thaïlande serait pour lui quelque chose de coquin et de charmant. Il voulait aller dans un salon de massage. Donc, je lui organise une visite dans un salon de massage. Et au bout de 5 minutes, je vois une masseuse qui part en criant et Cuny qui le poursuivait. Les humeurs d'Alain Cuny n'ont pas fini de perturber le bon déroulement du film. Le tournage est presque terminé, mais le comédien exige de rentrer plus tôt que prévu à Paris. Alain Cuny a tout d'un coup craqué vers la fin. Et donc, pour l'arranger, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, cette scène-là, on peut la faire en France, en studio. Je ne suis pas opposé au rapatriement et à l'organisation du tournage à Paris. Au fond, plus vite on est parti du pays, mieux c'est. Si le comédien a exigé de rentrer plus vite, c'est en réalité parce qu'il se retrouve face à un dilemme. Alain Cuny avait les droits d'une pièce de théâtre, L'Annonce faite à Marie, qu'il avait achetée à la famille Claudel. Quand ils ont su qu'Alain Cuny tournait dans un film érotique, la famille a dit « on vous retire les droits. C'est l'un ou l'autre, vous choisissez ». Le choix est vite fait. 3 jours avant la reprise du tournage à Paris, l'acteur envoie un courrier au producteur. Alain Cuny ne veut plus entendre parler d'Emmanuel, il ne veut plus entendre surtout parler de Jules Jéquin, il ne veut plus faire quoi que ce soit. Débrouillez-vous, sans moi, je ne participe plus, je ne vous dois plus rien. Le comédien, donc pas remplaçable, qui a déjà tourné la moitié, ne veut plus faire la suite. Vous imaginez la tête des producteurs. Je lui dis, mais enfin, écoutez, Alain, là, je suis au bord du... Vous me mettez dans une situation incroyable, on ne peut pas finir le film, c'est terrible. Le producteur invoque le contrat signé par l'acteur qui se doit de terminer le film sous peine de sanction. Alain Cuny va alors adopter une autre stratégie. Il se dit que s'il arrive à saboter les choses assez, peut-être qu'ils vont renoncer à le faire sortir le film. Il serait très 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 heureux si le film ne sortait pas. Du coup, il va tourner ça comme s'il ne jouait pas. Il refuse de dire son texte avec le ton. Et pour manifester sa colère, il fait tout pour être insupportable. C'est très pénible pour tout le monde. Il est l'acteur le mieux payé du film. Il devait en être la caution intellectuelle, mais il est surtout devenu celui qui rêve de le saboter. Alain Cuny est bien décidé à faire le service minimum. Fini la chaleur moite de la Thaïlande, place à la rigueur de l'hiver parisien dans les studios d'Épinay-sur-Seine. L'équipe est désormais impatiente de boucler les dernières scènes et tout le monde ignore que l'une d'entre elles s'annonce particulièrement violente pour l'actrice principale. Dans le décor d'un salon d'opium reconstitué en studio, Sylvia Kristel fait face à un figurant. Elle sait que ça n'est pas un comédien professionnel. Elle perçoit dans son regard une sorte de désir sexuel, brutal, animal. Ce matin, la comédienne doit interpréter une scène qui réveille en elle un traumatisme subi à l'âge de 9 ans. L'histoire remonte aux années 60. Sylvia Kristel descend au bar de l'hôtel de ses parents, où se trouve le directeur de l'établissement. On l'appelait Oncle Hans, mais ce n'était pas vraiment un oncle, je pense.
Il appelle un commis de cuisine et à deux, ils mettent ses mains dans le dos, ils attachent ses mains avec un torchon et ils l'embrassent. Ils embrassent cette gamine de 9 ans. Ils l'embrassent goulûment, tous les deux, ensemble. Et cette gamine ne dit rien. Elle est pétrifiée. Ce jour-là, la jeune fille est sauvée grâce à l'arrivée inattendue de sa tante. 12 ans plus tard, au moment de jouer la scène prévue dans le scénario, le souvenir douloureux de cette agression hante la comédienne. Je vois subitement ce type complètement brutal. Il a sauté dessus, vraiment, il a poussé par terre. Sylvia a été paniquée. On la tient comme on la tenait dans cet abus lorsqu'elle était enfant. Ce type, il croit que cette fille a envie de lui, et lui s'est vraiment pris au jeu. Tout d'un coup, Sylvia, brutalement, regarde dans la caméra. Et je vois qu'elle a un regard complètement affolé et immédiatement, elle regarde autour de la caméra et elle cherche sûrement le regard de juste. Ça devient terrifiant, c'est-à-dire qu'on est dépassé par la chose. On a assisté presque à un viol. Elle ne joue plus la comédie, elle veut arrêter cette scène. Ça a été très violent. Et là, je m'en suis voulu énormément et Sylvia a manqué de craquer et d'arrêter. Sylvia Kristel est sous le choc et personne sur le plateau ne soupçonne ce qu'elle vient de revivre. On a interrompu le tournage parce que ça devenait un petit peu délicat pour Sylvia. Après 8 semaines chaotiques, le tournage du film est enfin terminé. En salle de montage, le rythme s'accélère. La magie va-t-elle finalement opérer ? La monteuse du film a sollicité l'avis d'un réalisateur de la Nouvelle Vague. François Truffaut est invité un jour par Claudine Boucher à voir un premier montage ou quelques scènes montées. Il lui remonte beaucoup le moral parce qu'il lui dit qu'il trouve vraiment beaucoup d'érotisme dans le film. Il est scotché par, entre guillemets, la performance de Sylvia Kristel parce qu'il trouve qu'il y a un décalage entre l'actrice et ce qu'elle joue. Une fille très belle qui traverse des situations un peu comme une somnambule. Le fait qu'elle ne comprenne pas son texte, ça donne du charme et ça donne un plus d'érotisme. Pour François Truffaut, ça c'était vraiment la clé de l'érotisme dans Emmanuelle. Alors que le montage d'Emmanuelle se poursuit, le producteur se demande si son film passera le cap de la censure. Entretien en tête-à-tête ce matin entre messieurs Pompidou et Brejnev à Pitsunda sur les bords de la mer Noire. Le président de la République regagnera Paris ce soir. En mars 1974, le président Pompidou semble des plus fragilisés. Et comme le signe annonciateur de la fin d'une époque, c'est un autre film choc qui sort au cinéma. Un film signé Bertrand Blier. Les valseuses posent un vrai problème de société, de mutation de la société, à travers l'acte sexuel et sa célébration joyeuse dans les bois. Les valseuses, c'était pas non plus un conte de fées. Le film a marqué quand même l'opinion. On a franchi un pas avec les valseuses. Ça, c'est un précédent quand même. C'est le précédent. Le succès des valseuses va directement aider le film Emmanuelle grâce à une bande-annonce. J'en ai profité parce que le film annonce d'Emmanuelle passait avec les valseuses. Départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428. Embarquement immédiat porte numéro 37. Emmanuelle. C'était juste l'image de Sylvia Kristel dans l'avion et le texte off disait simplement « C'était un livre, c'est devenu un film. Emmanuelle. » Yves Rousserroir est un publicitaire. Ils ont fait un film-annonce qui est vraiment très très malin. Si ce titre n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuelle et un avion qui part pour Bangkok, il y a une promesse dans la bande-annonce, une promesse de sexe, une promesse d'érotisme chic. demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Publicitairement parlant, c'est un excellent bouche-à-oreille. Emmanuelle, la plus longue caresse du cinéma français.
J'étais de plus en plus confiant parce que je trouvais que le film annonce fonctionnait parfaitement bien. Mais si l'étape de la censure a été franchie par la bande-annonce, rien n'est encore fait pour le film. 21h58 sur nos téléscripteurs hier soir, la nouvelle est tombée, brutale et sèche. Le président Georges Pompidou est mort. Je m'adresse à vous, aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République. La disparition soudaine du président Pompidou et les promesses d'un jeune candidat à sa succession laissent entrevoir un contexte favorable pour la sortie d'Emmanuel. Pendant la campagne, Valéry Giscard d'Estaing avait parlé d'une libéralisation de la censure. Ce que le producteur ne sait pas, c'est qu'une première commission a déjà émis des avis consultatifs sur le film, et ils sont sans équivoque. Nombreuses scènes licencieuses et pornographiques, accouplements diversifiés, lesbianisme, sodomisation, films insidieusement malsains pour la jeunesse et les moins jeunes. La commission de censure suivra-t-elle cet avis défavorable ou prendra-t-elle une autre décision ? Le 2 mai 1974, des représentants des administrations et du cinéma visionnent le film. Quand la lumière se fait, le président dit, après ce que nous venons de voir, c'est très simple, c'est l'interdiction totale. Sur Emmanuel, toutes les forces un peu répressives, elles se sont toutes fait entendre. Nous, on se regarde, les distributeurs, les producteurs, les réalisateurs, un peu atterrés devant cet acharnement sur ce film. Il y a des moments où on a envie d'insulter les gens en leur disant « c'est pas possible que vous vouliez pas quitter le Moyen-Âge ». C'est un film sulfureux, mais assez esthétique. Alors, est-ce que nous allons interdire ce film comme on interdit de vulgaires horreurs pornographiques, ou est-ce qu'on considère quand même que c'est un vrai film ? Il est temps maintenant pour les 22 membres de la commission de procéder au vote. C'est secret en principe. Enfin, avec les prises de parole, on peut se douter du vote des uns et des autres. Une semaine après le vote de la commission, le producteur n'a toujours aucune nouvelle. Mais il présente quand même le film au distributeur, et l'enjeu est donc de taille. À ma grande surprise, celui qui est le plus emballé sur le film à la fin de la projection, c'est mon père. Mon père y croit dur comme fer. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que ça va marcher ? Et il m'a dit, mais bien sûr, on fera au moins 500 000 entrées. Conséquence directe de cet enthousiasme, le film sera programmé dans 18 grandes salles parisiennes. Un atout primordial pour le lancement. C'est ce dont il rêvait, le même circuit à Paris que le dernier tango. Une salle sur les Champs-Élysées, des salles vraiment sélectionnées pour marcher dans les pas du film de Bertolucci. La réponse de la commission se fait toujours attendre, ce qui n'empêche pas la tenue des projections presse, où il se produit un phénomène assez étrange. Nous entendons les gens qui sortent de la salle en disant « mais quelle merde, c'est épouvantable, c'est pas un film, mais quand on pense qu'ils vont oser sortir ça... » Zéro, puis il n'y a rien. Alors, je me dis, oh, voilà. Mais la bonne chose, c'est qu'ils venaient tous très nombreux. Et chaque projection, il y a plus de monde qui vient. Le producteur et son distributeur se prennent à rêver au succès lorsqu'arrive enfin la réponse de la commission de censure. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission de contrôle des films cinématographiques a émis un avis défavorable. Sur les 22 membres, 13 ont voté l'interdiction totale. Face à ce refus, Yves Rousserroir va prendre une initiative, modifier le montage. Il fallait remonter le film vite pour repasser en censure. Donc tout reposait sur les épaules de maman et son talent à enlever de l'érotisme insoutenable pour en faire de l'érotisme possible pour la censure. Elle l'a raccourci et enlevé des gros plans, donc évidemment c'est moins choquant, mais ça reste très érotique. À peine plus d'1 minute disparaît finalement du montage.
La balle est à nouveau dans le camp de la commission de censure. Pour le producteur, c'est une deuxième bataille qui s'engage et une course contre la montre. Yves Rousserroir va se démener pour son film. C'est quelqu'un qui va y aller sans compter. Les ennuis financiers sont toujours là et il faut trouver de l'argent. J'avais vraiment hâte que le film sorte pour pouvoir rentrer dans mes frais. Yves Rousserroir écrit alors au ministre aux Affaires culturelles, nommé par le nouveau président Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur le ministre, je me trouve dans l'obligation de reculer une fois de plus la date de sortie. Une menace économique grave pèse sur ma société dans les jours à venir. J'attends votre réponse, qui, je l'espère, reflètera le caractère libéral du nouveau gouvernement. Après plus de 2 mois d'efforts, le 20 juin 1974, le film est enfin autorisé. Il va pouvoir s'installer à l'affiche. Mais en pleine vacances d'été, Emmanuel va-t-il trouver son public? Un public qui devra être majeur. C'est d'ailleurs ce qui fait la une de l'actualité le jour de la sortie. La majorité sous Giscard vient de passer à 18 ans. Bonjour. 2 500 000 jeunes concernés par ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, à savoir l'abaissement de l'âge électoral et de la majorité civile à 18 ans. Ce 26 juin 1974, seuls les spectateurs de plus de 18 ans sont autorisés à voir le film Emmanuel. Mais seront-ils au rendez-vous? Alain Séritsky me dit il faut qu'on soit là à 2h pour voir comment ça se passe. Il me dit s'il y a 5-6 personnes, ça marche pas. Quand un film marche, il y a déjà du monde devant la salle. 35 personnes à 2h moins le quart, on sait que ça va être un gros succès. Je regarde ma montre, il est 2h moins le quart, je vais aller vérifier. Je lui dis non mais attendons un peu, attendons, laissons les gens venir. À 14h, toute l'équipe se met en route pour un cinéma des Champs-Élysées. Quand je débouche au coin de la rue, je vois un attroupement devant le Triomphe. Et je me dis, oh là là, il y a eu un accident sur la voirie, ça va faire fuir les spectateurs, donc j'arrive très anxieux devant la salle. À peine la caissière me voit, qu'elle me fait un signe, et je me rends compte qu'on a un succès. Alors Alain est complètement étonné. Il me dit mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes et des couples. C'est ça qui est extraordinaire. On va tout de suite téléphoner pour savoir ce qui se passe dans les autres cinémas. Et c'est pareil, le même phénomène se passe dans tous les quartiers de Paris où le film sort. Tous les cinémas veulent programmer le film. Et comme le nombre de copies manque, des coursiers sont mis à contribution. Il y a eu dans les 2-3 jours suivants un balai de motocyclettes qui a emmené les copies pour ouvrir de nouvelles salles de cinéma. Les premières bobines qui ont commencé la projection dans une salle ont le temps d'arriver dans l'autre pour assurer une projection qui sera décalée d'une vingtaine de minutes. Mais cela ne suffit pas. Il devient indispensable d'ajouter des séances supplémentaires pour faire face à l'afflux des spectateurs. Alors il y a eu des séances à minuit, et des séances à 10h du matin, ils ont augmenté les séances. Et il y avait toujours du monde. C'était vraiment très, très jubilatoire de voir le soir, sur les Champs-Élysées, des queues immenses, immenses. Mais la seconde semaine est plus forte que la première. La troisième plus forte que la seconde. La quatrième plus forte que la troisième. Et on est au beau milieu de l'été. Et le film s'installe. Les exploitants commencent à appeler parce qu'ils sont affamés. Il y a Emmanuel qui casse la baraque, donc il faut qu'ils s'inscrivent et on tire des copies pour eux. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a un phénomène qui dépasse celui du dernier tango. Le film est un phénomène, malgré les critiques désastreuses parues quelques jours après la sortie. Selon le magazine Le Point, ces nuits câlines de Thaïlande baignent d'un bout à l'autre dans un halo de niaiseries vaporeuses. Pour l'Express, c'est à vrai dire un film très hypocrite et très raté. La critique est catastrophique. Il n'y a pas un critique de l'UMA à Télérama en passant par François. Tout le monde assaisonne le film et vraiment copieusement, quoi. Le paradoxe, c'est que plus on disait aux gens « non, c'est pas bon », plus les gens avaient envie d'y aller pour juger par eux-mêmes. Parfois, de très mauvaises critiques donnent aux gens l'envie de voir le film. C'est très curieux.
Fait incroyable, Emmanuelle est en tête dans toutes les grandes villes de France. Pendant les vacances, le film tient le cap, et à la rentrée, le triomphe s'amplifie encore. À partir du moment où vous avez ce type de succès, non seulement les gens y vont, mais les gens y retournent. On en parle dans les dîners. Vous avez vu Emmanuelle, t'es allé voir Emmanuelle. Emmanuelle, c'est l'entrée de l'érotisme dans la consommation de masse. Les classes moyennes, la bourgeoisie, les classes populaires peuvent aller en couple voir un film érotique. C'est digne, on peut y aller. On n'a pas l'air tout à coup d'être des obsédés sexuels. En octobre 1974, dans les salons de l'hôtel Georges V, toute l'équipe est réunie. Le film Emmanuelle a dépassé le million de spectateurs. En quelques mois, Sylvia Kristel et son personnage sont devenus un véritable symbole d'émancipation pour les femmes. En 1974, le personnage d'Emmanuelle est d'une modernité folle. C'est quelqu'un qui s'est affranchi et libéré du regard des autres. Il n'y a pas de plus grande modernité que celle-ci. Sylvia Kristel joue ce personnage avec une innocence, une naïveté, une fraîcheur. Sylvia va pouvoir, par ce visage angélique, rendre le désir sexuel acceptable, regardable. Une des grandes forces du film et de Sylvia, c'est qu'il n'y a pas une once de vulgarité. Tout fonctionne pour le producteur, tout à un détail près. L'affiche du film lui déplaît. J'avais lancé l'idée d'un reportage spécial pour le lancement du film. Et parmi les photos, il y en a une qui me plaît énormément, qui est celle de Sylvia Kristel sur le fameux fauteuil en osier. Elle a des bas sur les cuisses comme ça. Il y a ce collier, je me souviens du collier. Ses cheveux courts, très important les cheveux courts. Les femmes se coupent les cheveux à ce moment-là. Et je dis, l'affiche c'est ça. C'est ça et c'est pas autre chose. On le retrouve comme un symbole, vraiment, ce fauteuil, c'est le fauteuil d'Emmanuelle et je pense qu'il n'a plus d'autre nom que celui-là. Une photo qui imprimera la mémoire collective. Elle deviendra un symbole de la sensualité et de l'érotisme. Quelques mois plus tard, lorsque le festival de Cannes démarre, tout le monde ne parle que d'Emmanuelle. Il y a tout juste 2 ans, le producteur cherchait à convaincre les distributeurs. Aujourd'hui, le succès de son film est mondial. À Amsterdam, à Londres, en Allemagne, il sort à Rome, il sort partout. Dans tous les pays du monde où le film est sorti, ça a marché. Incroyable. Au Japon, Sylvia Kristel, équivalent d'une déesse vivante, le monde entier succombe au charme d'Emmanuelle. Et l'invitation de Sylvia Kristel au Festival de Cannes en est la preuve. C'est la première fois qu'elle va apparaître en public devant la foule en tant qu'Emmanuelle. Elle appréhende de monter les marches. Elle a peur d'être insultée. Elle a peur qu'on la traite de pute. C'est une hantise qu'elle a depuis qu'elle a tourné ce film. Sylvia est la femme que le monde entier désire, est la femme dont le monde entier parle, est le fantasme de tout le monde. Elle monte les marches alors qu'elle savoure finalement ce succès qu'elle a tant désiré. La foule l'acclame et elle est véritablement acclamée comme une star. Il y a un homme qui hurle « T'as pas honte de te foutre à poil ?» Une phrase qui va blesser la comédienne et qui va résonner durant des années. Car Sylvia Kristel sera attachée à vie au personnage d'Emmanuelle. Elle a fait quelque chose comme 52 films. Alors qu'elle a travaillé avec Claude Chabrol et beaucoup de gens très connus, je pense qu'au bout du compte, les gens continuaient de voir Sylvia Kristel comme Emmanuelle. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle disait, j'ai aussi fait d'autres choses, je joue dans d'autres films, et je peins, je fais plein de choses. Mais tout le monde revenait toujours à Emmanuelle.
Et avec nous, une comédienne qui a connu Sylvia Kristel, qui lui a même consacré un portrait dans un documentaire, et puis son producteur, celui qui aurait pu tout abandonner. Bonsoir Valérie Stroh et bonsoir Yves Rousserroir. Merci d'être avec nous. Yves Rousserroir, d'abord, un petit rappel. Combien d'entrées, Emmanuel? Franchement, je n'en sais rien. 5, 6, 10, 15, 20 millions? Dans le monde, en France, dans le monde, mais c'est considérable, mais je n'ai jamais compté parce j'ai vendu le film à des sociétés qui elles-mêmes ont fait leur affaire. Parfois c'était flat, c'est-à-dire au forfait, parfois au pourcentage. Je n'en sais rien. Il va rester combien de temps à l'affiche à Paris? Alors, à Paris, il restera 12 ans. 12 ans. Pendant 12 ans, on pouvait aller voir Emmanuel au cinéma. C'est un record, c'était devenu un phénomène et beaucoup d'étrangers aussi ont fait la fortune d'Emmanuel. Et aujourd'hui, il est encore diffusé à la télévision. Il est diffusé à la télévision, en DVD, sur le câble. Ça vous rapporte encore de l'argent? Non, pas du tout. C'est ce que je voulais savoir. Parce que j'ai vendu Vous n'auriez pas dû. Oui, j'ai vendu tout mon catalogue, donc j'ai eu beaucoup de réticence à accepter votre invitation, parce que j'ai aucun intérêt à être là. Si, pour revenir sur 2-3 choses. Par exemple, Sylvia Kristel, elle a vécu finalement une destinée assez incroyable. Elle a 22 ans. Quand ce film sort, elle devient une star absolue. Absolument. Dans le monde entier. Oui. Et elle est... on se l'arrache, mais en fait, elle a mal géré, finalement, sa carrière, si je puis dire, parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux avoir un bon agent et de bons amants pour gérer sa carrière. Et malheureusement, elle n'a pas toujours été bien conseillée. Valérie Stroh, vous allez la rencontrer pour un documentaire sur les comédiennes. D'abord, est-ce qu'elle a supporté cette idée d'être un fantasme, de devenir un fantasme? C'est quelque chose qui l'a troublée ou pas trop? Ça a été très douloureux pour elle. Oui, elle l'a très mal supporté, mais au démarrage de tout ça, l'aventure était formidable. Et elle a été une dizaine d'années très heureuse d'être comme ça, portée au nu, de devenir une icône. Et puis, c'est devenu très lourd. Ça a envahi sa vie, ça a tué sa première belle histoire d'amour avec son écrivain, Hugo Claus. Et ça l'a séparée de son fils. Non, ça a été importable. La bascule, elle se fait quand elle quitte finalement la France pour les États-Unis. C'est aux États-Unis qu'elle bascule. La descente, les mauvaises fréquentations, l'alcool. Oui, l'alcool, la drogue, de mauvais amants qui la spolient. Parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent avec ce film. Elle a gagné très peu avec Emmanuel, mais c'était une débutante. Mais enfin, on avait du producteur. Non, on avait rajouté de l'argent. Oui, un peu, mais... Parce qu'elle ne fera pas un seul Emmanuel, il y aura ce 3. succès. Moi, j'en ai produit 3. Ouais. Le dernier s'appelait Goodbye Emmanuel, donc moi j'avais tiré un trait là-dessus. Alors elle a gagné quand même beaucoup d'argent. Non, elle a été, sinon elle n'aurait pas fait les autres. Ouais. Enfin, elle n'aurait pas recommencé à faire le 2 et le 3. Et naturellement, après le succès du premier, nous avons évidemment... Elle avait signé pour 3 films. Voilà. Ouais. Elle vit aux Pays-Bas. Quand vous la retrouvez, après cette période finalement américaine, vous la retrouvez dans quel état psychologique ? Une autre femme, une femme épanouie, qui a connu la maladie, qui est dans une sorte de... Enfin, un vrai dénuement, qui n'a pas le sou, et qui est amoureuse, et qui fait de la peinture, et qui dit c'est bien aussi l'anonymat. Finalement, elle a été dépossédée de son identité. Elle est devenue, pour le monde entier, Emmanuel, et Sylvia... Elle l'a oublié, en tout cas, pendant toutes ces années. Oui, et puis elle aimait beaucoup raconter qu'à Paris, on disait « Emmanuel, Emmanuel !» Et elle disait « Non, non, c'est Sylvia !» Et ce que j'ai trouvé très joli chez cette femme que j'ai rencontrée à 50 ans puis à 60, c'était une espèce de candeur, de fraîcheur qu'elle a toujours gardée. Cette naïveté, quand vous dites elle n'a pas su s'entourer d'un bon agent, etc., c'est vrai, d'abord, au début, elle n'en avait pas. Et puis, c'était une fille de la campagne qui arrive là-dedans, qui devient une icône mondiale. Elle tourne des films comme avec Vadim, elle tourne avec Rob Brier, elle a une carrière. Elle n'a pas de chance, elle tourne que des mauvais films avec eux. Ils ne font pas leurs bons films avec elle. Exactement. Et elle a des bons acteurs, Depardieu, Trintignant, Carmet, Piccoli. Je crois qu'ils sont tous à vouloir l'objet aussi, Emmanuel. Après, elle a vécu finalement avec cette overdose de notoriété. Elle a voulu fuir tout ça. Et c'était quelqu'un de très pudique. Elle s'est mise à boire du champagne dès qu'elle a dû tourner les scènes un peu érotiques d'Emmanuel. Elle a aussi une forme de panache, je trouve, cette femme. Complètement. Oui. Oui. Une grande femme, elle était très grande, ouais. mais une générosité,
une joie de vivre incroyable, parce qu'elle a tout traversé, sa vie est plus qu'un roman, et elle a toujours une fraîcheur, une innocence, une distance par rapport à tout ça. Tout ça n'est pas grave. Il y a quelque chose de comme ça dans ce qu'elle dégage qui est assez formidable. Il n'y a pas d'aigreur, voilà, ça c'est extraordinaire. Elle a eu donc ses débuts, puis cette période très délicate aux États-Unis, et puis ce retour aux Pays-Bas, et puis elle tombe malade. Oui, plusieurs fois. Et c'est le cancer qui va l'emporter une troisième fois. Et, mais avant ça, elle s'accroche et elle disait des choses assez jolies. Elle me disait « Oh, j'aime pas trop ça qui tombe et tout, mais je trouve que c'est tellement formidable d'être en bonne santé maintenant. » qu'il faut passer par-dessus. Non, je ne me ferai pas tirer. Enfin, elle était rigolote. Elle avait un charme fou. Et quand on parle de sa lumière, elle avait une lumière intérieure extraordinaire. Une joliesse, une beauté d'âme. Et dans le dénuement, on voit ça, parce qu'elle aurait pu être aigrie. Elle dit, chaque fois que je repense à Saint-Germain-des-Prés, à cette période, elle dit, j'ai comme un printemps qui naît en moi. C'est la grâce, ça, et le panache aussi. Alors Yves Rousset-Roy, le triomphe d'Emmanuel, ce qu'on ignore, c'est que finalement, il a fait et il a permis de faire celui des bronzés. J'ai vu la pièce et j'ai dit rendez-vous demain, on fait le film. Donc j'étais absolument enthousiaste. Peu de gens pensaient que le film existerait encore 40 ans après. Ben, c'est un peu comme Emmanuel. Le Père Noël est une ordure aussi, que j'ai produit, et beaucoup d'autres. Mais ça, c'est comment dirais-je, c'est la magie du cinéma. C'est à la fois l'intuition, la chance, et puis surtout la conviction, quoi. Il faut vraiment y croire, parce qu'il y a plus de raisons de ne pas faire un film que de le faire. Valérie Strauss, quand vous rendez visite à Sylvia Kristel, d'abord au départ, elle ne veut pas vous recevoir dans son appartement. Oui, elle avait cette pudeur, et puis c'était modeste, et elle n'avait pas envie que je voie son appartement, qui n'était pas celui d'une star. Et voilà. Mais j'en avais besoin pour des raisons de son, de calme. Parce que donc vous vous retrouvez chez elle, et elle vit effectivement modestement. Très modestement. Une espèce de 2 pièces, avec ses pinceaux, peu de bordel. Peignait. Oui, beaucoup. Et elle avait un nouvel homme dans sa vie qui n'avait pas vu Emmanuel. Non. Et qui avait c'était un marin, Peter, et son bateau, sa péniche, se prénommait Emmanuel. Emmanuel. Incroyable. Elle l'a rencontré à un bal. Enfin, vraiment l'histoire encore de conte de fées. Et elle a été enfin aimée pour elle-même. Et Sylvia Kristel disparaîtra en octobre 2012 à l'âge de 60 ans, des suites d'un cancer qui avait récidivé. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite. C'est la fin de ce numéro d'Un jour un destin, et à très bientôt.